Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Signature de convention de partenariat entre l'ADDS et le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Et dans l'actualité internationale, la Cour internationale de justice somme la Birmanie d'empêcher du génocide des Rohingyas. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Et nous débutons cette édition par cette page nécrologie. Nous venons d'apprendre avec stupeur et consternation le décès survenu du célèbre guitariste et chanteur Daoud Ali Mashaf, décédé cet après-midi à Djigdjiga, dans la région somalie de l'Éthiopie. En apprenant ces douloureuses disparitions, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé ses condoléances les plus sincères aux proches et à la famille de feu Daoud Ali Mashaf, grand artiste, et prie le Tout-Puissant et Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu mercredi une délégation de haut niveau des autorités de la région de Harar, conduite par le président de la région, Ordine Bedri. Au menu des discussions entre le président de l'Assemblée nationale et ses hôtes du jour, l'état des relations d'amitié entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et les moyens de les promouvoir et les développer davantage. La visite de la délégation conduite par le président Ordine Bedri auprès du chef de l'hémicycle intervient dans le cadre d'un déplacement de travail de 3 jours que cette délégation effectue à l'invitation du préfet de la région d'Arta, Mohamed Chirou Hassan. En effet, cette visite intervient dans le cadre de la redynamisation des échanges d'expériences et de la consolidation des liens de jumelage entre les deux villes que sont Arta et Harar. Séjour fructueux, les membres de cette délégation éthiopienne de haut niveau ont pu également s'enquérir de visu de nombreux projets à succès, notamment les infrastructures portuaires, la nouvelle zone franche, la voie ferrée électrique de la République de Djibouti. Et enfin, le président Ordine et sa délégation ont tenu à inviter le président de l'Assemblée nationale à venir effectuer une seconde visite officielle dans la ville historique de Harar, où il fut l'invité d'honneur et a fait une déclaration à la tribune officielle du 10e Festival des nationalités éthiopiennes. Par la suite, cette même délégation de la région Harar de l'Éthiopie a été reçue par le président de l'autorité des ports et des zones franches du Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, qui les a reçus dans son bureau. La visite de la délégation intervient à l'occasion de la signature du projet de jumelage entre la ville d'Arta et la région de Harar, qualifiée de 4e ville de l'islam et qui a une place particulière dans le cœur des Djiboutiens. Depuis 2006, la ville de Harar est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et toujours à l'Assemblée nationale, sous la présidence de Kaltoum Farah Saïd, la commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie hier dans une des salles de commission de l'Assemblée nationale en vue d'examiner le projet de loi portant création de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti. Cette commission parlementaire s'est réunie avec la participation du secrétaire général du gouvernement par intérim et au terme des échanges, après un débat riche et instructif en vue de la création de cette entité nouvelle et indépendante créée par l'État, les commissaires ont émis un avis favorable pour transmettre ce présent projet de loi en séance plénière, mais avec amendement. Une cérémonie de signature de convention de partenariat entre l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, et le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, le Centre Clé, a été organisée hier au sein de l'auditorium du centre. Cette rencontre qui a vu la participation de nombreux membres du gouvernement, du directeur de l'ADDS, de la directrice du CLÉ, des corps diplomatiques et des responsables du système des Nations Unies et des jeunes entrepreneurs. Ce partenariat a pour objet d'initier un des volets majeurs du projet d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, à savoir la formation des femmes et des jeunes à l'entrepreneuriat de base de niveau 1. Et donc, durant cette cérémonie, plusieurs personnalités sont intervenues. Je vous propose de suivre maintenant les interventions du directeur de l'ADDS et de la directrice du Centre Clé. Ici, à tous les jeunes, je pense qu'il y a beaucoup de personnes et de jeunes qui ne connaissent pas ce que nous faisons ici au Clé. On reçoit des commentaires et des messages nous demandant si c'est une école, si c'est une université, c'est quoi l'incubation. Donc ici, on a 3 structures en fait principales. Même si notre cœur de métier est l'incubation est un mot qui a été inventé, mais c'est pour un peu
accompagner et coacher les jeunes porteurs de projets. Pour aider ces jeunes qui vont sortir de l'incubation, on ne va pas quand même les lâcher dans la nature. On a un centre de coworking, un espace de coworking, pour qu'ils puissent au moins être stables, c'est-à-dire ils vont avoir un espace dans lequel ils peuvent travailler, où ils ne pourront pas payer l'électricité, l'énergie, l'internet, parce que c'est ça aujourd'hui qui freine un peu la croissance des jeunes entrepreneurs. Donc il y a cet espace-là qui est disponible. Et bien sûr, on veut préparer ces jeunes au métier de demain, comme on se disait tout à l'heure. Mais comment? Avec le centre d'innovation. Donc il y a un centre d'innovation qui est à leur disposition, qui couvre à peu près 6 secteurs. Et donc ça, c'est pour développer un peu les chaînes de valeur, c'est pour développer tout ce qui est produit et production. Nous sommes très très contents aujourd'hui de pouvoir signer cette convention avec ces centres d'excellence sur l'entrepreneuriat, qui nous permettra de continuer un peu notre mandat d'employabilité et d'entrepreneuriat de jeunes. Tous ces jeunes ont témoigné qu'il faut des fonds. Bien sûr, il faut des connaissances, mais il faut aussi des fonds. Et il faut vraiment que nous continuions dans ce cadre-là. Ils ont tous dit, 400 000, c'est rien du tout. Nous avons mis un mécanisme de connexion entre ces fonds et les CEPEC, que par ailleurs nous finançons. Et donc, ils ont des comptes à la CEPEC, qui sont des institutions financières, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce sont les CEPEC après qui prennent les relais. Donc, nous continuons notre effort et nous demandons également, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, de remercier le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, sans qui nous n'aurons pas pu avoir des locaux pour renseigner. Donc, ils ont mis à notre disposition les CDC. Mais tous ces jeunes, tous ces boutiques que nous ouvrons, si derrière les impôts passent et ferment, parce qu'ils n'ont pas des patentes, c'est quand même un peu dommage. J'aurais aimé aussi que le ministre de l'Intérieur soit là, parce que là aussi, quand nous appuyons des jeunes, notamment universitaires, à mettre des containers, notamment devant l'université ou ailleurs, et que justement ces containers sont dans la suite enlevés et jetés. Donc nous appelons à ce que le ministère de l'Intérieur, le ministère du Budget nous accompagne dans ce sens-là. Et de son côté, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Aden, a indiqué qu'à travers ce volet forge la formation des jeunes à l'entrepreneuriat, il est prévu de former 3000 jeunes à l'échelle mondiale et financer 500 micro-entreprises, soit 1500 bénéficiaires pour un total de 200 millions de nos francs. On écoute la ministre. Pas faire de longs discours parce que je pense que tout ce qui a été dit ici témoigne de l'importance de ce projet et formule l'engagement du gouvernement dans son ensemble à pouvoir travailler sur l'autonomisation de nos jeunes djiboutiens. Pour moi, c'est un plaisir et un honneur d'être ici avec mon collègue du ministre des Finances et mes autres collègues également pour pouvoir parler de l'extension d'un projet qui a pris fin il y a une année, mais qui a vraiment donné des fruits palpables. Et le complément qui est aujourd'hui acquis avec cette extension ou avec ce nouveau projet, pour nous rend fiers également l'équipe de la DDS, parce que c'était un projet qui a demandé l'engagement de chacun et qui a permis à beaucoup de nos jeunes, donc à peu près ils étaient 2800 jeunes sur 400 projets financés. Ce projet va encore toucher beaucoup plus de monde, mais c'est l'esprit qui est important. L'esprit qui a été développé dans ce projet a besoin d'être continué et c'est une fierté pour nous. L'autre élément, c'est que ça montre l'intégration de nos projets. Ça montre une complémentarité dans nos actions et ça nous aide également à pouvoir dire qu'une fois qu'un projet est mis en place à Djibouti et qu'un bailleur de fonds finance, l'État ne doit pas le laisser tomber. Il doit continuer à pouvoir soit mobiliser des financements supplémentaires, soit utiliser les fonds propres pour que les bonnes pratiques ou les bons exercices comme ça puissent être continués. Et ça témoigne aujourd'hui de cette continuité qu'on a pu instaurer pour ce type de projet de renforcement de l'employabilité des jeunes.
Et enfin, prenant la parole à son tour, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a indiqué qu'il convenait de noter qu'à travers ces chiffres, la pertinence de ce type de projet, d'abord par rapport aux objectifs de la vision Djibouti 2035 du pays, ensuite par rapport à sa première déclinaison, qu'est le SCAP ou stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. On l'écoute. Tous les partenaires qui soutiennent l'initiative de l'entrepreneuriat, de l'initiative privée à Djibouti. Mais il faut se rappeler aussi que nous sommes dans la vision du chef de l'État qui souhaite à ce que notre pays arrive à l'émergence, soit un pays émergent aux horizons de 2035. On n'est pas loin de 2035 actuellement. On a tendance à penser que c'est dans 35 ans. Ce n'est pas dans 35 ans, c'est dans moins d'une génération. Donc, arriver à un pays émergent dans les années à venir, on va y arriver avec quel effort ou avec quel modèle de développement. Certainement pas en créant plus d'administration et plus de fonctionnaires. On a vu la limite de ces modèles de développement. Ce n'est plus possible. Il va falloir que tout le monde bouge ensemble. Gouvernement, administration, secteur privé. Et ça veut dire donc encourager les initiatives du privé, du secteur privé. Créer un environnement qui soit le plus propice pour que les talents de chacun d'entre nous puissent s'épanouir. Et on sait qu'il y a des talents, il y a de nombreux talents à Djibouti. Des jeunes filles, des jeunes garçons, des moins jeunes. Il y en a plein quand vous regardez autour de nous. Comment faire? Il faut améliorer l'environnement des affaires et c'est une des grandes priorités du gouvernement et du président de la République. On l'a fait et j'étais surpris tout à l'heure par rapport à certains blocages qui peuvent exister de temps en temps dans le cadre de réforme de Doing Business. Les jeunes entrepreneurs qui commencent une activité n'ont pas obligation de payer des patentes pendant 3 ans. C'est fini ça. Donc, il faut lever toutes les barrières possibles et imaginables pour que les gens... On est en train d'encourager et de dire qu'on va arriver à un pays émergent avec un secteur privé de plus en plus dynamique, de plus en plus vibrant, de plus en plus actif. Mais donc, il va falloir que les politiques publiques soient en cohérence par rapport à notre ambition. Et c'est exactement ce qui est en train d'être fait par le gouvernement. Son Altesse royale le prince Abdelaziz bin Turki Al Faisal, président du conseil d'administration de l'autorité publique pour les sports au Royaume d'Arabie Saoudite, s'est réuni donc mardi avec le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et la délégation qui l'accompagnait. Au cours de la réunion, un accord de coopération conjoint a été signé entre les deux parties donc, et concernant le sport, visant à échanger des expériences sportives entre les deux parties, à les développer dans tous les aspects au profit des athlètes et des jeunes des deux pays. La réunion a été suivie par le président adjoint du conseil d'administration et les agents de la commission, l'ambassadeur du dépositaire des deux saintes mosquées à Djibouti, Abdelaziz bin Abdallah Al-Matar, et l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamahrama.
Également dans l'actualité, dans le cadre d'une tournée au niveau des différentes structures hospitalières du pays, la délégation turque conduite par le directeur général de l'Ouchas, Mehmet Ali, a été reçue par le directeur général de l'hôpital Pelletier, Zakaria Aouled, pour effectuer une visite des principaux départements et blocs qui existent dans cet hôpital de référence. Le directeur de l'organisme étatique turc s'est donc rendu dans le service des urgences et dans les blocs opératoires et les services d'imagerie médicale de l'hôpital Pelletier qui dispose des moyens performants en matière de diagnostic, notamment un plateau technique moderne et d'équipements médicaux à la pointe de la technologie telle que l'IRM. Et par la suite, la délégation turque s'est rendue à la centrale d'achat CAM pour constater de visu le mode de fonctionnement ainsi que la capacité de stockage de cette entité qui est en charge de l'approvisionnement de médicaments et des matériels médicaux. Et enfin, donc, au terme de cette tournée, la délégation turque a été accueillie par le directeur général de l'hôpital Cheikho, Moussa Ibrahim Sougé, pour faire un tour d'horizon au niveau des différentes prestations et des spécialités qui composent l'hôpital Cheikho se trouvant dans la commune de Balbala. Pour rappel, Djibouti a été le premier pays à avoir signé un protocole d'accord avec Ouchas International en août 2019. Cette coopération s'est d'ores et déjà matérialisée dans le domaine des évacuations sanitaires permettant aux patients djiboutiens de bénéficier de soins de qualité à des coûts abordables, l'ouverture prochaine d'un bureau Ouchas à Djibouti avec tous les moyens de diagnostic et une éventuelle reprise par des opérateurs privés turcs d'un hôpital djiboutien dans les années à venir. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de la Santé qui nous fait le point sur l'objectif de cette visite de 72 heures du directeur général de l'Ouchas à Djibouti. Djibouti, au niveau du ministère de la Santé, s'est inscrit justement pour l'approfondissement de notre relation en matière d'évacuation sanitaire, mais également dans le domaine de la formation des médecins, une formation des gestionnaires des hôpitaux et de l'administration de santé. Également l'installation d'un bureau au niveau de Djibouti, à l'intérieur du ministère de la Santé ou à l'intérieur d'un hôpital, pour qu'on puisse travailler avec eux et faire des études de marché ou des études de faisabilité pour qu'on puisse avoir un centre de diagnostic ou un hôpital construit par USACH à Djibouti. Nous nous sommes mis d'accord pour que dans les mois à venir, un bureau s'installe avec plusieurs personnes de compétences différentes et le ministère travaillera avec ses responsables pour pouvoir avancer. Et puis également faciliter encore plus l'évacuation sanitaire des patients djiboutiens qui vont aller là-bas. Le directeur général de l'USACH a été reçu par le ministre de la Santé. Il a fait les visites des hôpitaux de Djibouti. Il a été également reçu par le Premier ministre, avec qui il a discuté sur la coopération entre Djibouti et la Turquie généralement, mais surtout dans le domaine de la santé. Également dans l'actualité, le ministère du Réforme de l'administration, en collaboration avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a lancé une formation sur le renforcement des capacités des directeurs et animateurs des CDC de la capitale à l'INAP. L'objectif principal donc est de créer la capacité à concevoir, mettre en œuvre et administrer une politique de leadership transformatif, c'est-à-dire une politique visant à renforcer le travail en équipe. Plusieurs pistes de réflexion seront évoquées tout au long de la formation qui s'étalera sur 2 jours, notamment la question de l'employabilité des jeunes, l'initiation des projets communautaires et surtout la gestion prévisionnelle des CDC, présente pour le lancement aux côtés du secrétaire exécutif en charge de la réforme de l'administration et du directeur de l'INAP. La secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Khadiga Ibrahim Idriss, a invité tous les directeurs et animateurs à s'approprier cette formation en participant activement et de façon constructive aux travaux afin de jouer pleinement leur rôle et s'acquitter de leur mission. C'est ça, en fait, l'idée de base. Je suis très heureux que la secrétaire générale du ministère
de la jeunesse soit là ce matin pour ouvrir. C'est vrai que le secrétaire général devait être là, mais il a eu un décès de la famille. C'est une excuse, mais il est là, le secrétaire exécutif chargé de la réforme, qui fait partie du comité interministériel des deux ministères, pour vous montrer combien les deux ministères sont engagés à opérer cette transformation. Il s'agit surtout de donner un dynamisme transformationnel. Heureux d'accueillir le lancement de la formation pour le renforcement des capacités des directeurs du secrétariat d'État à la jeunesse et sport. Le renforcement de capacités fait partie de la réforme de l'administration. Elle est au cœur de la préoccupation du ministère du Travail chargé de la réforme. Suite à une convention entre les deux ministères, c'est convenu de procéder au lancement de formations au profit des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports. L'INAP accueille et va procéder de formations qui vont débuter aujourd'hui et vont sillonner dans les 5 régions de l'intérieur. Donc, je souhaite que les cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports profitent de cette formation. Et écoutons à présent, pour plus de précision, l'intervention de la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss. Ce jour, au lancement de cette formation destinée à des cadres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, tels que les directeurs des centres de développement communautaire. Je voudrais tout d'abord remercier tout particulièrement l'INAP, avec à sa tête son dynamique directeur, M. Charmaké, qui a accepté de former nos cadres. Mesdames et messieurs, la tenue de cette formation portant sur le renforcement des capacités intervient après une série de réunions de concertation menées précédemment avec les responsables du ministère du Travail chargés de la réforme de l'administration. Elle constitue la concrétisation de l'engagement pris par les deux ministères et répond à un souhait que le département de la jeunesse et sport a émis dans le cadre de la révalorisation du capital humain. Il s'agit de doter les directeurs, les animateurs des CDC des compétences sur la gestion administrative. Cette formation qui débute aujourd'hui sera suivie dans les régions de l'intérieur au cours du mois de janvier-février. Mes chers collègues, je voudrais vous inviter à vous approprier de cette formation en participant activement et de façon constructive aux travaux de cette formation afin de jouer pleinement votre rôle et s'acquitter sur les missions qui vous sont dévolues. Avant de terminer mon propos, je voudrais renouveler le témoignage de notre infinie gratitude au ministère du Travail qui a accepté mais aussi de permis de réaliser nos souhaits en concrétisant cette formation ô combien important pour nos cadres. Monsieur le secrétaire exécutif, cette formation sera suivie sans doute par d'autres formations qui vont porter sur d'autres thématiques liées à la jeunesse après évaluation des besoins qui seront faits au département jeunesse et sport. Chers participants, cette formation vous donnera les outils nécessaires en vue de mener efficacement vos actions quotidiennes. En souhaitant plein succès à ces travaux, je vous remercie de votre aimable attention. Toujours en nouvelle nationale, le directeur général de la protection civile, le colonel Mohamed Moussa Mahmoud, a reçu donc le directeur de la coopération de sécurité et de défense général de corps d'armée, Thierry Marchand, à la caserne des pompiers. Dans son déplacement, le général français était accompagné du colonel Frédéric Dantin, attaché de sécurité, et du lieutenant-colonel Jean-Christophe Berger, chargé de mission Afrique orientale et Océan Indien. Les discussions ont principalement porté sur l'excellente relation de coopération dans le domaine de la protection civile qu'entretiennent nos deux pays. Et le général Thierry Marchand a assisté à un exposé sur les différentes missions et les prérogatives de la protection civile. Les perspectives et les réalisations de la protection civile ont été également présentées. Le directeur général de la protection civile de Djibouti, le colonel Mohamed Moussa, donc, a d'emblée félicité le général français pour sa récente nomination au poste de directeur de la coopération de sécurité et de défense depuis août 2019, tout en lui souhaitant pleine réussite à ce poste important.
Une équipe du secrétariat d'État à la décentralisation s'est rendue dans la région d'Ali Sabié entre le 19 et 23 janvier dernier pour y effectuer une mission centrée sur le fait d'état civil. Cette mission avait pour objectif de réaliser deux grandes activités, l'une portant sur la sensibilisation et l'autre sur la formation des agents des services de l'état civil. L'activité de sensibilisation s'est déroulée sur 3 journées à cibler les communautés rurales des villages de Assamo, d'Asbio et Godawo. Le principal message diffusé lors de cette phase de sensibilisation concernait l'obligation des parents à enregistrer les naissances de leurs enfants. Qui a commencé dimanche dernier par une activité de sensibilisation. Et cette mission de sensibilisation s'est rendue dans 3 localités de la région d'Ali Sabié. Dans toutes ces 3 localités, l'équipe du secrétariat d'État chargée de la décentralisation à sensibiliser la population au niveau de ces localités. Et c'était des localités où s'est posé des problèmes d'enregistrement des naissances. Et notre mission, c'était de parvenir à trouver une solution à ces problèmes d'enregistrement des naissances. Ensuite, à cette activité de sensibilisation, commence aujourd'hui une activité de formation qui va se dérouler sur 2 journées, aujourd'hui et demain. Et l'objectif de cette formation, c'est améliorer les services rendus aux citoyens, les services rendus aux usagers de l'état civil. Et prenant la parole à son tour, le président d'Ali Sabié, Moussa Aden Migane, a rappelé donc que l'objectif de la formation était d'améliorer les services rendus aux citoyens et particulièrement aux usagers des services de l'état civil. On écoute le préfet. Aujourd'hui, donc, pour une formation qui pour moi est très importante, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des agents du service de la population. Il faut savoir que la formation continue d'abord est très importante. Si on ne progresse pas, bien sûr, on va régresser. Il faut savoir aussi que vous êtes au contact de la population. Donc, il faudra être sûr du rôle et des missions qui vous sont désignées. Je crois que cette formation comprend combien 10 modules. 10 modules de formation. Donc, et à la fin de ces 10 modules, j'espère que nous aurons des agents chevronnés et qui rempliront bien sûr les rôles que nous attendons, surtout la population envers nous. Fait divers pour clore l'actualité nationale dans la journée du mardi 21 janvier dernier. La Marine nationale d'Obok, en collaboration avec la douane d'Obok, a intercepté 2 embarcations entre Rasbir et Delayaf. La première embarcation s'adonnait dans les eaux territoriales de Djibouti à des activités de pêche illégale. 4 yéménites et un djiboutien étaient à bord de cette embarcation. La seconde embarcation saisie transportait 33 cartons de cigarettes de contrebande. 3 membres d'équipage auteurs de ce délit ont été arrêtés au cours de cette opération. L'enquête a été confiée au commandement de la police nationale de la région d'Obok. Les individus arrêtés ont été traduits devant la justice, tandis que les embarcations ont été saisies et immobilisées au port de pêche d'Obok sous l'autorité de la Marine nationale d'Obok dans l'attente d'une décision de la justice. Transportant 33 cartons de cigarettes de marque Royal en contrebande. Cette marchandise était destinée à Tajora. Une autre embarcation yéménite a été également arrêtée pour pêche illégale. La marchandise et les individus impliqués dans cette affaire que je viens de citer a été mis à notre disposition. Une enquête est ouverte et à l'issue de notre enquête, les auteurs de ces faits seront présentés au parquet dans les jours qui viennent.
Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans le titre de cette édition. La Cour internationale de justice somme la Birmanie d'empêcher un génocide des Rohingyas. La Birmanie est sommée par la Cour internationale de justice de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher un éventuel génocide à l'encontre des Rohingyas. C'est la première fois que la Cour de la Haye se prononce sur ce dossier. Le juge-président Abdul Qawi Ahmed Youssouf a précisé la décision de la Cour. Il a donc indiqué que la Birmanie doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission de tous les actes visés à l'article 2 de la Convention, notamment le meurtre de membres du groupe Rohingya, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, la soumission intentionnelle au groupe de conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. En décembre, la chef du gouvernement birman Aung San Suu Kyi avait elle-même assuré la défense de son pays en rejetant les accusations selon lesquelles l'armée birmane avait agi en 2017 avec des intentions génocidaires. En un peu plus de 2 ans et demi, environ 740 000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh pour fuir les exactions des militaires birmans et des milices bouddhistes. La Birmanie admet que des crimes de guerre ont été commis. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention et excellent week-end sur Télé Djibouti.